Leçon 2, de la paillasse au capital risque. Pour être un bon chercheur, il faut beaucoup de ténacité et aussi s'accrocher à, à ses rêves. En fait, faut avoir ce côté un peu rêveur, aussi peut-être un peu idéaliste, de se dire je fonctionne dans une institution de recherche et et je vais faire toute ma carrière dans ce contexte-là, sur un sujet précis, avec une expertise, et je serai l'expert mondial reconnu sur tel domaine. Rapidement, en fait, j'ai eu quelques freins par rapport à cette perspective-là. Déjà, je pense que la recherche académique en France n'est pas forcément simple. Voilà, c'est un parcours du combattant. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont fait ce choix-là et qui sont encore dans justement la réflexion de l'enchaînement des postdocs pour se dire qu'est-ce que je fais, comment je mets chaque expérience à profit dans le but de préparer le concours du CNRS, de l'INSERM. Je pense que aujourd'hui, c'est pas que c'est un rêve inaccessible, mais voilà, il faut beaucoup de ténacité, beaucoup d'optimisme sur le modèle et une vraie passion intrinsèque pour le sujet en fait qu'on explore. Et je pense que j'avais pas ça. En fait, j'étais pas passionné assez pour un sujet pour me dire je vais devenir l'expert mondial de ça et je veux être voilà, le porte-drapeau de ce domaine et je veux être la référence quand on veut discuter de ce sujet-là. Au moment où je commence mon stage de fin d'études, donc dans le laboratoire de l'Institut Imagine où j'ai fait ma thèse ensuite, ma compagne réalise un stage en fonds d'investissement en agritech et foodtech, donc assez loin de la biotechnologie pharmaceutique, mais fonds d'investissement. Et en fait, par son intermédiaire, je découvre cet univers de l'investissement du VC parce qu'elle était en venture capital. Et je me dis, wow, c'est génial. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour la pharma, quelque chose d'équivalent et en fait, c'est à ce moment-là vraiment que je me plonge dans le tout petit écosystème de l'investissement en biotechnologie pharmaceutique en France. Oui, en fait, c'est assez restreint. Et je me dis, ah oui, il y a peu de place, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc là, je vais rentrer en doctorat et je sais que ça sera utile pour la suite. Mais il faut que j'anticipe dès maintenant si je veux faire ça à l'issue de mon doctorat. Et c'est pour ça que j'ai eu aussi l'opportunité de commencer un MBA en parallèle à ma thèse au sein du Collège des ingénieurs. Ils ont ce double programme qui permet de faire la partie théorique du MBA pendant la thèse et de faire un stage d'application, ça s'appelle une mission du coup, à l'issue du doctorat. Et j'ai vraiment tout mis en œuvre pour que je fasse cette mission d'application dans un fonds d'investissement. Ce qui m'a attiré, c'était garder un pied dans la science, en fait, garder un œil ouvert sur l'innovation, sur qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est dans le pipe, comme on dit, qu'est-ce qui va arriver en termes d'innovation. Et j'étais aussi confronté, du coup, sur l'envers du décor, parce que j'ai fait mon doctorat dans une start-up. J'étais le tout premier employé d'une start-up qui levait des fonds à l'époque et qui avait des programmes qui rentraient en clinique, qui avaient besoin d'argent et qui discutait régulièrement avec ces investisseurs-là. Moi, je regardais de mon côté pour postuler. Et en fait, je me suis dit, c'est passionnant d'être de l'autre côté également, de continuer à discuter de la science, des enjeux, des doutes, des limites, tout en ayant ce confort d'avoir voilà, un œil ouvert sur tout ce qui se passe et pas un sujet restreint. Parce que c'est quelque chose qui est important pour les investisseurs, c'est de garder un œil ouvert sur l'ensemble des innovations. Et quand quelqu'un voilà, un investisseur est spécialisé dans la biotechnologie pharmaceutique, l'enjeu c'est de regarder vraiment toutes les aires thérapeutiques, toutes les maladies, toutes les modalités innovantes. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose que je recherchais après la thèse, c'était me déconcentrer d'un seul sujet pour regarder vraiment tout ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose que j'attendais et que j'ai eu du coup et que j'en étais vraiment très, très heureux. J'ai eu l'impression de faire
du parachute ascensionnel, d'un coup décoller le nez du vélo et de voir tout un horizon qui s'ouvrait à moi. Ouais. Après son passage dans une start-up, Pierre entre dans un fonds d'investissement. Un environnement qu'il a déjà bien cerné, mais qui lui réserve encore quelques surprises. Certaines entreprises ont parfois une mauvaise conception en fait, du fonctionnement d'un fonds. Et en fait, un fonds fonctionne avant tout grâce aux investisseurs qui ont investi dans le fonds. Donc, il y a deux niveaux d'investisseurs. Il y a les investisseurs qui appartiennent au fonds, donc la société de gestion, et c'est les personnes que les startups rencontrent tous les matins pour discuter d'une levée de fonds. Et il y a les investisseurs qui ont investi dans le fonds, donc qui sont des grandes fortunes, des grandes entreprises, des institutions publiques, tout un tas de choses, qui donc qui font confiance aux investisseurs de la société de gestion, donc les investisseurs du fonds, pour utiliser le capital à bon escient et faire un retour sur investissement performant. Et donc, en fait, le fonds d'investissement en tant que tel a deux métiers principaux. Le métier principal, c'est d'investir le capital alloué, mais le deuxième métier, qui est parfois oublié, c'est de lever le capital. Et donc, construire cette relation de confiance avec les investisseurs, les grands investisseurs, et du coup aller chercher cet argent à déployer et convaincre que la méthode de déploiement du capital est la plus appropriée, la plus performante. Et donc ça passe par l'expérience de l'équipe d'investissement, ça passe par ce qui s'appelle le track record, c'est les succès passés en fait, sur lesquels l'équipe capitalise en disant on a été capable de faire ça, on serait capable de le refaire. Et donc du coup, ceci étant dit, l'équipe d'investissement, quand elle investit, a un travaille toujours vis-à-vis du coup de ces investisseurs qui s'appellent les LP, c'est Limited Partners, donc travaille toujours vis-à-vis d'eux en disant on nous fait confiance pour déployer de l'argent, il faut qu'on le déploie de la meilleure manière. Et donc ça se témoigne par exemple sur un fonds donné. On doit choisir un nombre extrêmement limité d'opportunités pour rentrer dans un investissement qui a du sens, qui est rentable et qui va permettre de générer une performance, un retour sur investissement. Et donc ça, comment ça se traduit simplement, c'est pour un fonds donné, on peut recevoir, je ne sais pas, plusieurs centaines de dossiers par an, parfois un millier de dossiers par an, et on peut parfois se permettre d'investir que dans 5 à 6 sociétés. Et donc ce qui fait qu'on a une extrême exigence. On va choisir moins de 1% des dossiers qu'on reçoit. Et il n'y a pas de code, il n'y a pas de cache à causer, il n'y a pas de case à cocher en particulier pour répondre à cet investissement. En fait, c'est avant tout, est-ce que la dynamique fait qu'on est OK pour investir à un moment donné ? Et je pense que c'est important de... Venture capital, la traduction française homologuée, je crois que c'est capital risque. Et en fait, notre métier, c'est de prendre les risques sur du coup un nombre restreint de sociétés et d'avoir le risque le plus maîtrisé possible de sorte à avoir une performance. Et donc ce risque, en fait, ce risque est d'autant plus fort quand on est dans le secteur de la biotechnologie pharmaceutique parce qu'il y a énormément de capital qui est alloué pour du développement de médicaments et on sait que malgré tous les efforts mis en œuvre, parfois ça ne sera pas suffisant pour qu'un médicament fonctionne dans le patient. C'est le jeu de la recherche et du développement. Et donc, quand un investisseur en biotechnologie investit, il doit avoir conscience des risques qu'il prend dans un domaine particulier, dans une indication particulière, en utilisant une modalité particulière. Est-ce que c'est une petite molécule? Est-ce que c'est une thérapie génique? Et essayer de projeter quelles sont les probabilités de succès au global de son choix, de son investissement. Alors, dans le premier fonds dans lequel j'étais, la thèse d'investissement était assez particulière et je trouve particulièrement intéressante
On investissait dans des sociétés qui avaient un certain niveau de maturité, donc qui étaient en général proches de la clinique ou déjà en essai clinique, donc c'est-à-dire testés soit dans le volontaire sain, soit parfois déjà dans les patients. Pour certaines indications, par exemple l'oncologie, le développement clinique a accéléré pour aller directement dans les patients. Et en fait, on avait devant nous des niveaux de maturité très... Enfin, des bons niveaux de maturité pour les sociétés qui nous contactaient, donc avec un package préclinique construit, avec des interactions existantes avec les agences réglementaires, que ce soit l'européenne ou l'américaine, avec un plan de développement clinique normalement établi. Et notre travail, c'était d'arriver, et sur la base de donc toutes les expériences précliniques disponibles, et aussi les résultats cliniques s'il y en avait, essayer du coup d'évaluer quelle valeur on pourrait apporter en investissant, je ne sais pas, 20 millions, 30 millions, 40 millions à cette société pour créer suffisamment de valeur à court moyen terme, de sorte à ce que la société mature et soit intéressante pour ce qu'un fonds d'investissement appelle une sortie. C'est quand en fait la société est soit rachetée, soit listé en bourse, et donc ça permet à l'investisseur de récupérer des liquidités sur son investissement et faire son retour sur investissement, et de commencer à rembourser les LP, les grands investisseurs du fonds. Et en fait, tout se passe dans un laps de temps assez court, parfois c'est 2-3 ans entre le moment de l'investissement, la conduite des essais cliniques, la réalisation de l'essai clinique, les résultats positifs, qui vont intéresser une pharma, par exemple, qui va acquérir la société. Et du coup, à ce moment, l'investisseur réalise du coup la performance en récupérant les liquidités de ses parts. Du coup, pour chaque dossier qu'on reçoit, on est toujours dans ce référentiel. On va jamais se positionner sur est-ce qu'un projet est bon ou pas. On va jamais remettre en question la qualité de la science, la qualité de l'équipe. Je pense que c'est avant tout s'aligner sur est-ce que notre participation ici a un sens pour nous ? Est-ce que voilà, ça va nous permettre d'avoir une performance ? Est-ce que ça va nous permettre d'avoir cette création de valeur suffisamment rapide pour avoir le retour d'investissement ? Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas cette vision-là, en fait, qui nous voient plutôt comme une banque, en nous disant, voilà, il y a du capital, ils vont faire les fonds vont avoir leur retour de toute façon à l'avenir, et donc je comprends pas pourquoi ils nous accompagnent pas. Et en fait, se mettre dans les bottes de l'investisseur qui doit choisir moins de 1% des projets qu'il reçoit, parce que on peut pas valider un nombre illimité de projets, on a une certaine enveloppe de capital alloué, et donc pour que l'investissement qu'on fait ait du sens, voilà, c'est choisir une dizaine, une vingtaine de sociétés maximum parfois par véhicule d'investissement. En fait, il y a finalement assez peu d'analyse financière au sens classique du terme, EBITDA ou ce genre de choses. On est sur des sociétés qui n'ont quasiment aucune rentrée financière, et donc qui vont être uniquement sur du coup de la dépense pendant toute la vie de l'investissement, et au moment où elles vont sortir du portefeuille, a priori elles auront encore aucun revenu. C'est assez rare qu'une société arrive sur le marché, donc que le médicament soit autorisé et qu'elle soit encore au stade privé en fait, et donc elles sont encore suivies par les investisseurs. Le plus souvent, c'est si le médicament du coup donne des signaux d'efficacité. Voilà, ça va intéresser une pharma qui a le market access, les forces de vente, tous les départements qui sont nécessaires pour, on va dire, finaliser le lancement du produit sur le marché. Et c'est à ce moment-là que du coup que le plus souvent une acquisition se passe. Et donc oui, il y a toutes les projections qu'on fait, ce ne sont que des projections en fait. On sait que la société n'aura pas de chiffre d'affaires de toute façon de la vie de l'investissement. Et donc, le plus important, c'est de modéliser on va dire, la résultante, si jamais le médicament fonctionne, la résultante de sa mise sur le marché, pour qu'une pharma dise « Ah tiens, je pourrais gagner, si ce médicament est approuvé, je pourrais gagner 1 milliard de dollars ou 2 milliards de dollars. » Et c'est en modélisant comment le médicament va se positionner, donc par rapport
au nombre de patients traités, au positionnement par rapport aux médicaments existants, s'il y en a un, parfois il n'y en a pas. Donc travailler sur les comparables, combien un médicament qui fonctionne actuellement est vendu, est-ce qu'un nouveau médicament qui fonctionne mieux va être vendu plus cher ou vendu pareil. Et c'est en agrégeant toutes ces informations qu'on essaie de tracer un peu les projections de vente du médicament donné et pour se convaincre est-ce que ça sera suffisant pour intéresser une pharma ou pas. À suivre.